Ok, donc pour la deuxième séance, on accueille Adrien Boulanger qui va nous parler du théorème de Homour. Voilà. Ok. Le théorème de Homour, en fait, c'est un théorème très très fort sur la représentation unitaire de certains groupes de Lie, des semi-simples en l'occurrence, mais la preuve repose essentiellement sur le caractère SL2 en fait, du égout, enfin, sur le théorème dans le cas SL2. Donc on va pouvoir tirer de ce cas-là la plupart des cas de semi-simples. Donc pendant cet exposé, je vais vraiment me concentrer sur SL2. Après, je vais essayer de voir comment on peut faire pour SL3 et SLD. Ce sera à peu près la même chose. Et après, si j'ai le temps, on discutera un peu des hypothèses qu'il faut et de pourquoi ça marche dans le cas de tous les groupes semi-simples. Donc je vais commencer par par rappeler quelques petites choses sur la théorie de la mesure, mais c'est vraiment très élémentaire. En fait, je ne vais pas me servir beaucoup de mesures, au sens où le théorème il prend son énoncé plus fort dans le cadre fonctionnel, donc ça sera plutôt pour les applications à la dynamique. On va servir de ça. Donc, juste pour les rappels, mesure de R à gauche d'un groupe de Lie, donc également compact, c'est mesure invariante à gauche par G. Si gamma est un réseau de G, alors le quotient est naturellement mesure de R, invariant par réaction G. On la supposera toujours probabilité, au cas où on a un réseau, le quotient donc de mesure finie. Et on pourra la prendre égale à 1. Et on va noter grand O de H, l'espace d'isométrie linéaire. Donc c'est l'ensemble des isométries linéaires qui préservent le scalaire sur H. Donc là, tu dis le quotient à droite pour la mesure invariante à gauche. Voilà, c'est ça. Ok, donc l'énoncé du théorème pour SL2 de R, qui va généraliser très bien pour les modèles simples en tout cas, et après on verra pour ce simple ce qu'il faut ajouter. Ouais, j'ai pas eu le temps de dire ce que c'était que O de H, ça a l'air de... Ah, excuse-moi. O de H, c'est l'ensemble des G dans les applications linéaires, enfin les endomorphismes linéaires de H qui préservent le produit scalaire. Ok. Donc le théorème pour SL2 de R, il peut s'énoncer comme ça. Je vais prendre une représentation rho de SL2 de R dans les isométries de l'espace de Hilbert. Si H, donc l'espace de Hilbert, n'a pas de vecteur non nul SL2 invariant, alors on va avoir la limite de rho G V contre W tend vers 0 pour tout U et W, excusez-moi c'est un V, V et W dans H. Donc ça équivaut en fait de dire que la limite faible de rho G V égale à 0. Donc quand je dis la limite pour G dans un bus infini, c'est on va demander à G qui sort de tout compact. D'accord? Juste un groupe de Lie, il y a une topologie, et on demande à ce que quand je prends un G qui part à l'infini, qui sort de tout compact, alors on met ce truc-là. Ça équivaut aussi à l'ensemble des valeurs d'adhérence de la ligne. La suite rho G de V faible, c'est le singleton nul. Donc ça c'est un petit exercice de topologie. Ça vient du fait que la boule unité d'un espace de Hilbert est faiblement compacte. Donc si on tendait pas vers 0, mais que 0 était valeur d'adhérence, en prenant un petit ouvert autour, on trouve un petit ouvert, peut-être qu'on ait une infinité d'éléments en dehors de cet ouvert, ça resterait compact, puisque c'est un compact, c'est enfermé dans un compact, et on pourrait extraire tout de suite. Donc ça nous dit exactement ce truc-là. Si je fais cette remarque, c'est que c'est grâce à cette définition, si on veut, cette équivalence, qu'on va prouver le théorème. Excuse-moi, juste pour être sûr, fortement continu, c'est-à-dire que l'application code oui, c'est dans OH et... Ouais, fortement continu. Donc, c'est ça. Fortement continu, c'est vraiment l'application qui va de SL2 vers 3H, qui a un G et un vecteur V associé au GV, et c'est 0. Ok. Ça veut dire que c'est continu pour la topologie forte à l'arrivée. Enfin, forte pour... Ouais, alors là on sait dans le cas fort, oui, là c'est fort. Les hypothèses que j'ai mises sur la continuité au départ, c'est vraiment pour la topologie de H. Okay. La topologie forte. Comme je dis, l'ensemble des valeurs d'adhérence, c'est les valeurs d'adhérence de quoi? De G. De G, enfin, de rho G vu comme un élément de H. Voilà, de H, ouais. Ça c'est des éléments de H, rho G de V, c'est des éléments de H, et j'en prends les valeurs d'adhérence. Donc c'est pour l'accumulation faible étoile de rho de G quand G par l'infini. Ouais, ça. Faible tout court. Faible. Oui. Pourquoi ça c'est fortement continu? Ce serait quoi fortement continu? Non, fortement continu, c'est vraiment quelque chose qui est propre au fait que tu as une action. Tu pourrais la demander, enfin une représentation, tu pourrais la demander continue par rapport aux deux. Attends, je vais juste remettre ça.
tu pourrais la demander continue par exemple par rapport à l'action de SL2 ou par l'action ou par H. Donc, je ne demande pas que l'application de SL2R dans les endomorphismes de H soit continue. Je crois que. Si, ça revient ça. Non, ça va. Non, c'est plus fort. Non, c'est plus faible. En général, elles ne sont pas continues dans ce sens-là. Ça, ce serait vraiment le truc le plus fort possible. Voilà, c'est ce que je demande les plus forts et je pensais que c'était ça fortement. En général, ça ne serait pas comme ça. Par exemple, si on regarde l'action du cercle sur les séries de Fourier, sur les fonctions alliées, en fait, c'est pas continu dans ce sens-là. Pourtant, c'est continu dans le sens que tu écris là, mais c'est pas continu au sens que j'ai mis. Ça se voit directement, enfin, un petit calcul. Ok, du coup, je suis pas complètement convaincu du sens qu'il faut mettre en fortement continu. On verra apparaître, mais c'est peut-être plutôt. Non, mais continue. Je sens que c'est ça. Je sens que c'est dans ce sens-là. Continue par la topologie de produit et pas juste continue séparément. Non, fortement, c'est pas une topologie forte, quoi. Par exemple, sur un faible, sur H, parce que tu pourrais demander la même chose. Là, si tu mets la topologie usuelle sur H, cette application-là est continue, tu peux demander la même chose par la topologie faible. C'est relativement insignifiant. En fait, il y a trois notions. Ce truc-là marche en dimension finie. Hein. Ça marche tout en dimension finie aussi. De quoi La défense des coefficients. H c'est une dimension infinie. Ah oui, là. Il pourrait être de dimension finie. Il n'y a pas de représentation unitaire de SL2, on a dit. Ouais. Ouais, parce que ça serait un compact, tu vois, et tu mettrais SL2 dans un truc compact. Tu prends SL2 dans la représentation triviale, quoi. Marche. Ouais, mais elle n'a pas de vecteur SL2 en variable. Tu vois. Ah oui, t'as raison. Enfin, elle a trop de vecteurs SL2. Ouais, si tu prends un truc de dimension finie, c'est vrai que ça sera. T'en auras une de représentation, mais elle est un peu trop comme ça. Ok. Donc en fait, ça s'appelle l'équation des coefficients parce que les gens imaginent que ρ de G c'est une matrice. Oui, c'est ça. D'après ce que tu dis, c'en est pas une. Rho de G, si, quand même, c'est un élément de. Comment enfin. C'est une matrice infinie donc c'est une matrice infinie, voilà. Tu fais une suite de matrices infinies, oui, mais c'est pour ça que les gens l'appellent comme ça. La suite de matrices infinies, tu fixes un coefficient et tu regardes ce qui se passe. Bon, il t'attend de. C'est ce que ça traduit, ce truc. Ok. Mais en fait, tu dis l'image d'un mec. Ouais, quand tu sors de compact, ça tend vers zéro. Enfin, le coefficient, du coup, quand D'accord. tu tends vers l'infini, tu tends vers zéro. Ok. Donc ce théorème, il est quand même très analyse fonctionnelle, et on ne voit pas trop a priori le rapport que ça pourrait avoir avec ce qu'on va faire nous. En fait, il a des corollaires qui donnent l'action en fait, de sous-groupes de Lie non compacts sur le quotient de groupe de Lie par des réseaux. Et ça, je vais essayer d'illustrer dans le cas de SL2R, de regarder comment ça va s'appliquer en fait au réseau de SL2R en fait, la surface hyperbolique. Ça va nous donner assez vite le caractère mélangeant en fait, des flots recycliques et des flots géodésiques. Donc je vais commencer par ça pour essayer de motiver un petit peu le théorème et regarder qui est quand même le cas qui nous intéresse. Donc pour ça, je vais vous donner la représentation, et là Bertrand pourra me dire quel était le sens qu'il fallait donner effectivement à cette histoire. Donc là c'est juste pour la méchante formule, quoi. Maintenant on va essayer de regarder un peu ce que c'est. Donc UX en fait, le quotient d'un réseau, donc moi j'ai mis pi1 d'une surface parce que c'est typiquement le cas, par PSL2R, ça sera identifié au fibre unitaire tangent de la surface hyperbolique. D'accord. Ça vient vraiment du fait que PSL2R c'est le fibre unitaire tangent de H. Pas grand chose de plus à dire. Et le flot géodésique et les flots recycliques qui vivent beaucoup plus naturellement sur le fibre unitaire tangent que sur la variété basse. C'est vraiment presque par définition. Ça prend un point vecteur et ça va avoir un point vecteur. Donc la représentation ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une application dans L2.0. L2.0, c'est le noyau de la forme qui est ici. Cette forme est continue. Et pour dire qu'elle est continue, j'ai besoin du fait que j'ai un réseau, que ce soit de covolume fini. Parce que c'est Cauchy-Schwarz en fait. L'intégrale de phi, c'est plus petit que l'intégrale de phi carré fois la mesure de x. Donc, montrer que cette application, c'est 0. Si je la demande continue, c'est parce que ça va me garantir le fait que L02 de x c'est aussi un espace de Hilbert. Ok. Puisque c'est fermé dans l'espace de Hilbert. Ça sera fermé dans l'espace de Hilbert. Donc celle-ci, elle est continue tout simplement parce que, si je l'appelle l'intégration, le phi, elle est plus petite que l'intégrale de phi carré, donc la norme de phi, fois la mesure de x. Ici, je l'ai pris égal à 1. J'ai précisé tout à l'heure, je prendrais toujours la mesure de la règle. Donc là, ça me dit exactement que
qu'elle est continue, puisqu'elle est bullshit de rapport. D'accord? Donc, a priori, ici, je peux commencer à me poser des questions sur comment appliquer le théorème, ce que ça va donner, c'est vraiment le mélange, assez directement. Donc pour ça, il faut quand même vérifier. Ok. Il n'y a pas un moyen de mettre un peu de temps. Ok, donc maintenant, je vais commencer par dire qu'elle est unitaire. Ça vient juste du fait que j'ai pris une mesure invariante à gauche. D'accord? Donc quand je prends une application phi, je la translate à gauche. Alors, excuse-moi, j'ai un peu mal. Quel est ton propos là? Tu vas dire en quoi le terme de OEMO s'applique à la logicité du flot recyclique et du flot géodésique. D'accord, mais je parle un truc. Le flot géodésique, d'accord. Mais tu dis que le flot recyclique, au part des façons naturelles sur fibré et tangent. Là, c'est là que tu es dans la PSL2, mais ensuite, en dimension supérieure, c'est pas vrai. Oui, mais je suis vraiment sur la SL2. D'accord. Et après, quand tu voudrais appliquer ça à d'autres trucs, comment est-ce que tu. Alors, à l'autre truc, je peux énoncer en fait déjà tout de suite, parce que c'est quasiment ce que je vais faire ici, c'est de montrer en quoi on va avoir le mélange de certaines actions. Donc, le théorème de Homo, il va impliquer en fait que si j'ai un groupe de lignes simple, d'accord, gamma un réseau G, et H un sous-groupe non compact de G. Alors, l'action de H sur G sur gamma est mélangeable. Enfin, ergodique, en tout cas. Okay. Donc ça, c'est un truc qui est beaucoup plus général, et en fait, ce que je vais faire là, maintenant, c'est quasiment montrer ce truc-là. Le théorème de Homo implique ça. Et sauf que je vais particulariser après pour le cas du flot géodésique et du flot recyclique. Alors j'ai une question, peut-être naïve, parce que pour moi un groupe de lignes. Est-ce que dans le cas où G c'est je sais pas, SO 1N, G sur gamma c'est le fibré des repères. Donc est-ce qu'on a des descriptions géométriques générales de ce que c'est que G sur gamma en termes de G sur K et de un fibré au-dessus de G sur K qui aura un sens, comment je veux dire? G sur K, tu entends le compact maximal, c'est ça? Ouais, c'est ça, quand tu as G sur K, donc c'est un espace symétrique. Ouais. Et est-ce qu'on a un fibré de nature géométrique au-dessus de G sur K? Donc en l'espèce, par exemple, le fibré des repères ou le fibré unitaire tangent, tel que G sur gamma, ce soit ça. En général, est-ce qu'on peut décrire de façon générale ce que c'est que G sur gamma? Donc c'est un réseau, enfin je veux dire, là il faut plutôt voir quand tu quotientes par un groupe. Je pense qu'il n'y a pas de rapport. Enfin, quotienter par un réseau, c'est plutôt dire que tu as un vêtement, enfin bon, c'est deux quotients qui vivent, c'est deux quotients différents. Ouais, mais tu vois, G sur gamma, c'est un fibré au-dessus de K sous G sur gamma. C'est un fibré, c'est un K. Non, il a raison. Si tu prends G, par exemple, le groupe d'isométrie de l'espace hyperbolique en voilà, dimension, G c'est le fibré des repères. G sur gamma, G c'est l'espace hyperbolique. Et donc là, G sur gamma, c'est le fibré des repères au-dessus du quotient de l'espace hyperbolique par gamma. Okay, oui. Est-ce que tu as une description comme ça, sympa, en termes géométriques, de ce que c'est G sur gamma en général? Genre en termes d'un fibré qui serait au-dessus de G sur K, qu'est-ce que c'est que le fibré il faudra regarder le fait sur K, tu vois, ton réseau. Voilà, K sous G sur gamma. Ouais. Quotient à gauche par K, à droite par gamma, et tout ça. Je sais pas, sincèrement, je pense que tu dois avoir une description du style, si tu prends G, un groupe de l'islamique simple, tu prends l'espace symétrique qui est associé. Tu vois, donc G il va agir transitivement d'une certaine manière sur, donc quand tu regardes sur l'espace symétrique associé, sur les bases entre guillemets compatibles. Enfin, par exemple, tu prends l'espace hyperbolique complexe par exemple. Je sais pas si tu connais ça. Ouais, mais un hyperbolique complexe, justement, c'est pas le fibré des repères. C'est pas du tout le fibré des repères. Qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Comment ça s'appelle? Je sais pas, parce que c'est le fibré des repères hermitien. Voilà, c'est le fibré des repères qui sont compatibles avec ta structure d'une certaine manière. Tu vois, parce que comme par exemple un espace qui a courbure variable, tu peux, quand tu as une base, tu peux envoyer deux vecteurs tangents d'un plan d'une certaine courbure sur deux vecteurs tangents d'un plan. Et après, si tu mets juste ces restrictions géométriques, ça agit transitivement sur les bonnes restrictions géométriques. Et donc ça va être un fibré, je sais pas. Il faudrait prendre le temps de donner du sens, mais je pense qu'il n'y a pas énormément d'informations là-dedans. On sait qu'une certaine opération qui est de façon très rare, que c'est des groupes, on sait qu'il y a des mélangeants, mais en fait, on ne sait pas tellement sur le faire. Voilà. Bon, bah c'est comme ça. En fait, on dit fibré unitaire.
D'accord, parce qu'en fait, on a besoin que d'un seul. Moi j'ai cherché des exemples Vecteur. d'application qui Tu mets celui qui est orthogonal. Vous connaissez déjà dans la culture mathématique. Ouais, c'est hyper général, en fait, il n'y a que deux groupes. En fait, Je pense qu'il y en a beaucoup plus, parce que ça va servir pour la velocité, enfin pour l'hyperbolique de le théorème de dimension supériorité de Marquis. Donc pour trouver les sections, Tu tu saurais comme qu'on l'a a dit dit Nicolas, H, il va moyenner avec des choses comme ça, mais c'est vrai que ça vient de choses qui sont abstraites. Je ne sais pas si tu as des cas isométrique. qui sont très de choses. PSO. Moi non plus avant de dire. D'accord. Tu essaies de changer le temps, c'est ça? Ouais, si elle fait ton truc. Espace symétrique. Ouais, mais j'ai besoin de Alors, je rappelle juste pourquoi elle est unitaire, cette représentation, c'est tout simplement par le fait que je prends c'est le filet des repères. route G de phi. Donc ça, en X, c'est phi sur X. Et donc la norme L2 de route G de phi, c'est la norme de X, si on veut. Et ça, par invariance de la mesure à gauche, c'est la norme de phi. D'accord? Donc c'est unitaire. T'as réussi à... Non, c'est pas grave. Juste un petit coup de temps. Elle n'a pas de vecteur SL2 invariant, ça veut vraiment dire... C'est quasiment équivalent au modulo, travailler un peu presque par exemple, etc. Parce que ça reste des modules et on raison des trucs à deux. Mais ça vient vraiment du fait que l'action de G sur le quotient, elle est transitive. D'accord? Normalement, il faut penser, si phi de Gx égale à phi de x partout, pour tout G, alors phi est constante. Et le fait qu'on soit placé sur les fonctions d'intégrale nulle, ça donne bien le fait que la constante c'est 0. Ok. Bon, elle est fortement continue, ça semble évident à tout le monde puisque personne ne précise, dans tout ce que j'ai pu lire. D'après ce que je comprends, c'est vraiment du fait que ça vient, qu'on ait la densité d'une fonction, c'est infini à support compact. Donc on peut se ramener à ce cas-là en fait, la représentation est unitaire. Je vais travailler un petit peu, mais c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir dans quel sens. J'ai l'impression que c'était vraiment fortement continu selon les deux. Ce que tu as écrit, c'était vrai, mais ce qui est faux, c'est que le morphisme de SL2R dans les automorphismes de l'espace de Hilbert, la norme d'opérateur, ça c'est pas continu. C'est juste ça. D'accord, Ils sont plus forts aussi, mais c'est pas ça. Ça marche, ouais, j'avais confondu. Voilà. Donc maintenant on peut commencer à l'appliquer. Donc ce que je vais faire, voilà, dans le cadre du théorème que j'ai là. Donc je vais montrer le mélange à partir du théorème de Monod. Et après on va l'appliquer directement au jeu des équivalences. Donc, comment on fait ça? La décroissance des coefficients, elle nous dit exactement que ρg de v contre phi, si je prends, excusez-moi, je vais prendre phi et psi dans L2, cette fois L2 de ux, qui est une tendance. Et c'est vrai que ça marcherait dans le cas général. Et je vais leur enlever leur moyenne pour bien les amener dans l'espace L2 0 dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je vais introduire phi 0 et psi 0, qui sont phi moins sous l'intégrale et phi moins sous l'intégrale. Je mets pi puisque je m'embrouille toujours entre les phi, les psi, tout ça. Là au moins. C'est tout. Donc, phi et pi 0, cette fois, elles appartiennent bien à L2 0. Ok, je les ai construits pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est appliquer le théorème de Monod très directement à ces applications-là. Et ça me donne donc l'intégrale. Donc si on reprend ce que nous dit le théorème, j'ai ρg de phi 0 contre pi 0 qui tend en g dans la puissance infinie vers 0. D'accord? Donc ici, g appartient à celle. Mais comme je vous l'ai dit, tout ce que je fais là va marcher aussi dans le cas de ce qu'on a. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Ça veut dire que, ici, le produit scalaire L2, c'est l'intégrale. C'est l'intégrale de la fonction contre l'autre. Donc ça, c'est psi 0 de g point x fois pi 0 de x. Ça va tendre vers 0 quand g la tend vers x. Ok. Donc, maintenant, ce que je dis, c'est, je réécris phi 0 et pi 0 sous leur forme développée. Et ça, c'est phi dans l'intégrale de phi. Donc en gx, cette fois, je vais faire ça d'avant. Fois pi
Ok, maintenant on va développer tous les facteurs, on va regarder ce qui reste. À la limite, j'ai même pas besoin de développer ce facteur-là. Donc la différence des deux contre celui-là, parce que ça c'est une constante. Et la mesure elle est invariante, donc là je vais obtenir l'intégrale de phi moins l'intégrale de phi. Donc je vais développer que le deuxième terme. Donc ça c'est aussi égal à l'intégrale de x de le premier terme on a dit. Ouais, de phi moins l'intégrale de psi de g point x entre pi de x dx. Ça tend vers 0 quand g dans la puissance. Donc ça c'est vraiment, c'est juste du fait, donc ça soit constant. Donc qu'est-ce qui va rester au final? Ça c'est une constante, donc ça va générer l'intégrale de x, phi de g point x, fois pi de x, moins l'intégrale sur le x de la constante, et l'intégrale de phi, fois pi de x. Ok, ça c'est bien le produit des intégrales. Ça tend vers 0. Et donc, ce que ça nous dit au final, c'est que l'intégrale de psi de g pour x entre pi de x dx tend vers. Ça, c'est une constante. L'intégrale de phi pour l'intégrale de pi. Ok. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de définir comme le mélange en cas général. Comment on peut voir que le mélange implique la modicité? C'est pas compliqué, on prend une partie A invariante. On prend une partie A qui est G invariante. Même ici, en l'occurrence, je peux prendre H invariante avec H écrit comme plus haut, c'est-à-dire un sous-volume compact. Et ce que je vais faire, c'est prendre comme phi et comme qui, ça va être l'indicatrice de A. D'accord? Donc si la partie est invariante, ici je vais obtenir qui de G-1 de A, comme elle est invariante c'est qui de A. Ici j'ai aussi qui de A, donc ça va être la fonction constante égale à 1 sur A et 0 de A, donc ça va être la mesure de A. Okay, le premier terme c'est mu de A. Le deuxième terme, c'est mu de A au carré. Okay, donc ça implique entre autres que mu de A et mu de A au carré. Ça implique tout de suite que mu de A il appartient à 0. Ça implique la modicité. Okay. Donc vous voyez, modulo vraiment pas beaucoup de travail, juste l'application de la définition à ce que c'est que le mélange, quoi, enfin, à relier un peu les deux. On a tout de suite la modicité de l'action de tout ce groupe de contact sur le quotient d'un réseau. Enfin, d'un groupe de lignes simple par un réseau. Merci Noé. Il a assisté en fait. Putain. Ok, voilà, deux sous-groupes de lignes compactes, je vous les présente. Là c'est N, fluorocyclique, d'accord. Sur une hypertendue de surface, plutôt comme PSL2 sur un réseau, il va vraiment agir comme étant fluorocyclique, on peut le définir comme ça, fluorocyclique. Et ça, c'est fluorodésique. D'accord. Clairement non compact, ils sortent de compact parce que c'est la topologie visuelle de SL2 qui va nous intéresser. Et donc, là, directement, on a l'action de ces trucs-là sur la médique mélangeante sur toute surface de covolume fini. Enfin, sur tout réseau de covolume fini. C'est vraiment. On ne me demande même pas compact, quoi. Ça, c'est incroyable, ça va très. Bon, moi, je trouve ça cool. Et tu as utilisé quoi en gros? Donc, tu avais un groupe qui agissait sur un espace de mesure finie, qui agissait en préservant la mesure de proba et de façon transitive. Est-ce que je peux remplacer sur gamma par un brûlin standard avec une proba qui est G invariante? Et donc, peut-être que l'opération de G avec des stabilisateurs discrets, est-ce que le terrain rationnel, à la place de G sur gamma, tu mets un brûlin standard avec. Alors, ça implique qu'il n'y a pas d'espace invariance? Pardon? Ça implique qu'il n'y a pas de vecteur invariant? Je suis pas sûr de comprendre. Tu prends le stabilisateur d'un. Parce que l'argument qu'il n'a pas tout à fait fait, il faudrait qu'il n'y ait pas de vecteur invariant, c'était de dire que point de densité, je sais pas. Oui, non, il faut travailler presque partout. C'est logistique, elle est là. Je crois que je n'ai pas compris ta question. Tu dis si tu prends l'action. Ma question c'est si tu remplaces G sur gamma par un espace brownian standard avec une proba G invariante, tu vois, où G opère avec des stabilisateurs discrets et que tu as une proba G invariante, est-ce que l'opération induite de H là-dessus est encore mélangeante? Ouais, j'ai envie de dire. Le problème c'est que tu le prends en mesure. Je sais pas, il faudrait regarder quand même sur le fait que. La question c'est est-ce que c'est un énoncé de la topologie de G sur gamma intérieur quelque part? Parce que si tournement mesurable, en fait G sur gamma c'est simplement.
quelqu'un qui porte une mesure. C'est plus général que ça. Ouais. Ça n'intervient pas chez soi. Hein? C'est plus général que ça. Après, je dis pas ça pour dire que je connais un autre espace que j'ai sur Gamma ou à Chopper et que je puisse dire quelque chose. Hein. Non, malheureusement, je connais pas de... Il n'y en a pas d'autres, mais. Je connais pas bien le sujet en fait, du coup j'ai du mal à donner même des réponses partielles sur ce truc-là. Donc maintenant, je rappelle le théorème qui va nous intéresser, c'est celui-là que je vais trouver dans le cadre des salles de R. Je me rappelle une dernière fois, puisqu'après je dois relever le démarche, et parce que ça va être un peu plus technique, il va falloir faire des preuves. Donc je vous donne quand même l'idée de la preuve. Okay. Donc, on a dit qu'il était... j'ai énoncé le fait que c'était équivalent, montrer que les valeurs d'adhérence faibles de cet ensemble-là sont SL2 de R invariante. Donc en fait, nous, on va se concentrer vraiment sur le fait que les valeurs d'adhérence faibles sont SL2 de R invariante, et après l'hypothèse, elle sert juste à dire qu'elles sont libres. Mais aux limites, le truc est vraiment important, c'est le fait qu'elles sont SL2 de R invariante. Si je prends une valeur d'adhérence, ça c'est un fait qui ne va pas dépendre de l'hypothèse. C'est ça qui est très fort dans le texte. Donc pour ça, on a une stratégie. Ah, dommage. On peut le... Non. Ok. Bon, il y a eu encore des trucs en dessous. Donc pour ça, on va utiliser la décomposition de Cartan. Donc la décomposition de Cartan, comme il m'a annoncé Jérémy, donc ce qui va m'intéresser ici, c'est dans le cas de SL2. Où en fait, ça revient à la décomposition orthogonale fois la matrice symétrique. On prend la matrice symétrique, on la diagonalise en azotement avec, et on va obtenir une décomposition de type. Si je prends G dans SL2, ça va être K, A, L. Ou alors K et L, dans ce cas-là, ils vont être entre 2. D'accord. Donc le compact maximal associé à mon groupe de Lie qui est SL2. Et A, il va appartenir à ce qu'on appelle une chambre de Weil. Je ne sais pas trop comment on met ça. Mais ici, en tout cas, ce qui va m'intéresser, c'est de la faire comme ça. Avec lambda, c'est vraiment que lambda. Je vais faire une remarque, c'est que j'utilise vraiment ce qu'on appelle la décomposition KAK. C'est ça. Je croyais que c'était Cartan. Bah, c'est un raffinement de l'expression de Cartan, quoi. Ouais. Qui, c'est vrai que quand tu l'avais donné, La différence, c'est que KAK, c'est pas un difféomorphisme, quoi. Il y a des trucs qui sont en double, quoi. Mais, ah, tu veux dire qu'on n'a pas une unicité? Non. D'accord. Bon, de toute façon, on est... Il n'y a pas une unicité de décomposition d'un élément de G en KAK. D'accord. En KAK prime. Mais voilà. Et alors, par contre, j'ai pas compris juste l'idée de la preuve. L'ensemble des valeurs d'adhérence faibles sont SL2 invariantes. Ça, c'est facile ou non? Ça, c'est le truc compliqué, d'accord. Ouais. Donc nul, pareil. Mais attends, elles sont SL2 invariantes en tant qu'ensemble ou globalement, c'est facile. Bah, tu la prends, tu donnes SL de 2R, elle va être invariante. C'est une valeur, enfin, c'est un minimum de l'espace de R. Elles sont toutes fixées. Oui, elles sont fixées. C'est pas globalement invariant. ah, elles sont toutes chacune invariantes. Parce que le fait qu'elles soient invariantes dans leur ensemble, c'est évident. Qu'elles soient invariantes. Le fait que si tu prends une valeur d'adhérence. Ah oui, non, d'accord, que l'ensemble soit invariant. D'accord. Non, oui, d'accord, ok. Donc c'est elle-même, elle est fixée par l'action de la SL de R, induite par la représentation. Et ça, l'hypothèse me dit, ça fait 0. Très bien. Donc, pour ça, on utilise la décomposition de Cartan et la compacité faible de la volumétrie. On va commencer par montrer qu'elle n'est pas SL de R invariante, mais qu'elle est N invariante. Avec L, c'est oui. D'accord. Donc j'aurais dû mettre NT, mais ça sera vrai pour tout T. Okay. On commence par montrer qu'elle est invariante par les éléments unipotents. Après, on va introduire une fonction auxiliaire, bon, je vais envoyer voir quelle qui va aller de G dans la plus étoile. Donc un élément G va associer le produit scalaire de GV contre V. Où V, ça sera l'élément déjà invariant par la matrice N ici, par l'action qui est induite sur. Donc celle-ci, elle va nous donner le fait qu'elle est invariante par P. P c'est quoi? C'est I. Elle va être invariante par tous ces éléments. Après. Okay. Et avec ça, on va déduire en fait que l'application, qu'elle est SL2 invariante. Toujours grâce à l'application auxiliaire. On va passer par des quotients successifs en fait, où comme elle est invariante par N, on va la restreindre, on va regarder l'action précisément sur PSL2 sur N, puis on va faire après PSL2 sur P, et on va montrer à chaque fois que c'est transitif, en tirant le fait qu'elle soit invariante à gauche, en fait qu'elle est invariante à droite, etc. Juste pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, le A qui est là, le groupe A, c'est l'exponent.
Moi, je les ai pris. Voilà, c'est le plat maximal, quoi. C'est l'exponentiel de ma sous-algèbre abélienne A qui était un plus dans P, quoi. Oui. C'est un domaine là-dedans, mais la condition. C'est Moi, moi, c'est quoi. un seul. C'est un domaine fondamental pour l'action du groupe de veille. Il a pris. J'ai quand même demandé, tu vois, quitte à permuter les éléments de la base, que le fait que lambda 1 soit plus grand que lambda 1. Donc ici, c'est pas un groupe, je veux juste que. Oui, d'accord. Tu vois. Bah là, je pense voilà, justement, c'est en faisant cette condition-là que tu forces l'unicité. L'unicité de A, mais pas de KL. Parce que de toute façon, tu as des symétries, donc dans O de 2, tu peux. C'est un. Tu peux pas avoir l'unicité de KL. Mais de A, oui. Oui, oui. Je comprends pas pourquoi. Bah, dans KL, tu as des symétries, donc tu vois, comme elles sont centrales, tu peux remplacer K par K', tu as rajouté une symétrie à droite. L par L', tu as rajouté une symétrie à gauche. Et vont passer à travers le A. Et vont se compenser l'une l'autre. Tu es en train de me dire que quand je prends deux matrices, enfin dans le cas ici, je prends deux matrices orthogonales en dimension 2, j'ai une matrice diagonale autour, alors elle va rester diagonale. Avec cette condition. Elle peut, je pense. Elle peut, c'est ça? Oui. Bah, moi j'ai l'impression. Regarde, géométriquement squeezé, tu as des compositions KL, tu prends le plan hyperbolique KL, là, tu as le point O qui est fixé par K, et tu dis, je vais écrire G KL. Alors, ce que c'est que G O, bah, j'ai avancé par A, j'ai tourné, tu vois, et j'ai fixé mon point O, donc j'ai un élément L. Mais tu peux tout refaire en compensant tout le monde par la symétrie, tu vois, l'inversion du temps, comme ça. Donc tu n'as pas unicité. Mais tu as unicité de la distance, par contre. Tu vois, la distance de O à G, elle est bien définie, et c'est ton lambda, hein, enfin c'est l'exponentiel, c'est le log de lambda. Donc A est unique, mais pas K. Exercice en texte unique. C'est important. C'est je fais ça, alors attends. Donc là, je vais pouvoir continuer momentanément. Je sais pas comment on fait ici là-haut. Là, je vais rentrer dans la salle, je vais avoir besoin de prendre un tableau. Par ça, dans le cadre de l'énoncé, on va prendre une valeur d'adhérence, soit V, valeur d'adhérence de GU, ou GNU ou GN tend vers l'infini, faible, valeur d'adhérence faible, excusez-moi, de GN, ou GN ici, il appartient à ces deux là. Donc c'est rho de GN, mais en fait, il faut arrêter d'écrire rho parce que ça va calourdir les notations. Donc ça va avoir à comprendre l'action de GN sur ok, donc GNU. Tant faiblement. Donc maintenant, je vais utiliser tout de suite la décomposition Cartan, que j'ai effacée. Voilà. Mais ça me dit, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sinon je vous écrire, que je vais pouvoir trouver les éléments Kn, Ln et Rn, et que Gn soit égal à Kn, Ln. Kn et Ln, on va les demander dans le 2, et An dans les diagonales. Donc elle va s'écrire en belle, on a l'élément 1, 0, 0. Et le fait que G sorte de tout compact, ça équivaut ici à dire, donc G tend vers plus infini, ça équivaut à lambda n tend vers plus infini. D'accord? Puisque j'ai pris lambda n plus grand que lambda n. Ok. Donc. Maintenant, je vais dire, quitte à extraire Gn, enfin, quitte à extraire sur n, je peux prétendre que Kn tend vers K, puisque Groto 2 est compact, et Ln tend vers n. D'accord? Maintenant, ce que je vais dire, c'est que le fait que Gnu tend faiblement vers V, sous ces hypothèses-là, ici, où là je parle vraiment de continuité de force, quoi. Enfin, je suis convergence dans le 2, je vais raconter que, comment on peut dire ça, AM, L, U tend faiblement vers K-1. Ok? Donc ça, il faut quand même le prouver, ça a prouvé pas évident, puisqu'on parle de on a mélangé les deux combinaisons pour regarder ce qui se passe. Donc comment on fait ça? On va produire toujours la bonne différence. Comme c'est une limite faible, je vais d'abord me fixer un W dans H.
Et je vais dire que ANLU contre W tend fortement vers K-1V W. Désolé, j'ai toujours mal écrit mes cas. Donc pour ça, en fait, on va se ramener au cas qu'on connaît, c'est-à-dire là, on sait que ça tend faiblement vers K-1V contre W, ici, dans le cas de GN, c'est vraiment l'hypothèse. Donc on va considérer la différence delta, petit delta, ça sera donc AN, L, U, K AN, L, W, moins KN, AN, L, U, contre W. Donc on va prendre des valeurs absolues tout de suite. Si j'arrive à montrer que la différence de ces deux choses-là tend vers ben, j'ai gagné, puisque celle-ci, elle tend vraiment vers K-1V contre W. Puisque ça revient encore à dire que l'action de K est unitaire. Je peux passer tout ça du côté que je veux. Okay. Donc il me reste à montrer que ce delta tend vers 0. Donc là, on a un truc, c'est un peu comme montrer l'application de linéaire et continue, où on a factorisé tous les facteurs, et puis ça va marcher. Donc, delta, je vais le réécrire comme étant valeur absolue. Je vais faire passer le cas de l'autre côté tout de suite. D'accord. Le KLKM, c'est encore le fait que la représentation soit unitaire qui permet de faire cette chose. Donc ça me donne AM, LU, également dans le W, moins AM, LU, contre KM moins 1 W. Okay. Maintenant, je vais enlever LN et ajouter LN ici. Donc c'est AM, LN, donc, pardon, L moins LN, U contre K moins 1 W. Donc ce que j'ai ajouté, ce que j'ai enlevé c'était LN, donc je vais l'ajouter ici et je vais directement factoriser par un terme. D'accord. Moins AN LN U contre, donc j'ai enlevé LN, c'est K-1 qui va apparaître, c'est K-1 moins K-1. Pas de bêtises. Maintenant, on va utiliser l'unité Cauchy-Schwarz et on va montrer que tout ce petit monde tend vers 0. Donc ça, c'est plus petit que la norme de ce facteur. Donc le produit, excusez-moi, je mets les valeurs absolues tout de suite ici, par l'inégalité triangulaire. Et là, je dis que ça, c'est plus petit que AM, N moins U, contre K moins 1 W, plus dans le AM, LN, U, contre KN moins 1. Moins K-1 de W. Ok. Là, c'est vraiment Cauchy-Schwarz. Et maintenant, vous me voyez venir. La représentation elle est unitaire. Du coup, je vais pouvoir comprendre avoir tout de suite. Donc ça va pas compter. Ça va pas compter. Ça non plus. Et il va rester que les termes qui vont tendre vers 0. Ok. Alors ensuite, delta, il va être plus petit que non, L moins L. Le U, fois la norme de W, plus la norme. Donc, et L est contre U, contre KL moins 1, moins K moins 1, et W. Okay. Et c'est ici qu'on utilise le fait qu'on est continu de forte. Et ça va tendre vers 0. Celui-ci aussi. Pourquoi? Parce que c'est un groupe unique, l'inverse est continu, et que j'ai une représentation fortement continue pour cette. Ok. Donc, delta tend vers 0. Ok. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste dit que je pouvais me ramener en fait au cas où la suite était à valeur dans ma chambre de veille. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Je dirais. Je dirais. Ok. Donc là, quitte à poser U' égale LU et V' égale K-1V, j'ai montré que, on a montré, pourquoi je vais là, on pouvait supposer que la suite GM, elle appartenait alors à delta.
donc maintenant, En fait, ce que tu dis, c'est par compacité, en faisant ce petit calcul-là, on peut faire comme si les Kn et Ln étaient constantes, donc on peut faire 1, et puis du coup, je le change, enfin, je fais le changement de variable. Ok, Vraiment, très bien. Donc, Gn est la valeur dans ce truc-là, et toujours avec lambda n qui tend à plus infini. N'oublions pas ce que moi je veux faire, je vais montrer que la valeur d'adhérence elle est n invariante. Okay, donc pour ça je vais avoir besoin d'un petit lemme, vraiment un lemme pas très compliqué, qui me dit que si je prends Gn et que je prends n, je vais avoir Gn, n, Gn moins n, Gn, ça va tendre vers l'identité dans SL. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que cette conjugaison en fait de Gn de n par Gn? Donc c'est ce produit-là, lambda n 0, 0, 0. Donc ça, je vous laisse calculer, ça fait exactement 1, 1. Lambda n moins 2, t, 0. Okay. Ça tend vers 0, quand même pas plus infini. Ok. Alors moi, bon, je vais chercher un peu, parce que les groupes et tout ça, c'est un départ pas trop mon truc, mais j'ai l'impression vraiment que c'est la partie dynamique qui se cache derrière la preuve, elle est là. Quoi. Ça, c'est vraiment le caractère anosophe en fait, du flow géodésique. Donc ça, c'est le flow géodésique, ça, c'est le flow recyclique. Je suis en train de regarder ce qui se passe quand j'ai fait du flow géodésique, un peu de flow parabolique. Et on a écrasé les distances puisqu'on est parti dans l'infini. Donc bon, c'est là où je pense qu'il y a la dynamique dans la preuve. Je ne sais pas trop si. Parce que quelqu'un aurait une remarque à faire là-dessus. Donc maintenant, pour montrer que ma valeur d'adhérence V, donc je me rappelle, c'était la limite de GNU, on va montrer qu'elle est n invariante. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On considère la différence n moins l'identité V contre W. W sera moins. Je vérifie quand même que et on va montrer que ce truc-là, c'est 0. Donc, par le fait que ça soit la demi-flèche de GNU, ça je peux directement écrire, donc quitte à passer moins l'identité de l'autre côté pour dire que c'est bien. Donc là c'est delta. On va prendre en valeur absolue tout de suite. Et on va dire que delta c'est la limite, quand même dans la plus infinie, de n moins l'identité fois GNU contre W. Ok. Vraiment on veut dire que c'est la limite faible. Maintenant, ce que je peux faire, c'est multiplier à gauche et à droite par Gn-1. Donc, je ne peux pas multiplier à gauche et à droite, en fait, c'est comme l'action est unitaire, je peux mettre Gn-1 des deux côtés. Okay. Donc, ça, c'est Gn-1 n moins l'identité Gnu contre Gn-1 de W. Et encore une fois, on va utiliser Cauchy-Schwarz pour dire que ce truc-là est tout aussi. Gnu, n plus infini. Et là, on dit Gn-1 n moins l'identité Gn. Ok, encore une fois parce que c'est unitaire, ce truc là c'est la norme de W. Okay. Et là encore une fois parce que l'application est fortement, la représentation est continue fortement, ce truc là va tendre vers 0. D'accord, puisque ça c'est exactement n conjugué par Gn moins l'identité. Ok, donc ce truc là tend vers 0. Ben, j'ai exactement montré que quel que soit W, en H, NV moins V contre W égale à 0. Ben, ça implique que NV égale à 0. Okay. Et donc j'ai l'invariance par l'action de N de la valeur de Z. Peut-être remonter. Donc là, c'est l'heure de réintroduire la fonction auxiliaire, qui était, je vous le rappelle, phi, qui allait de SL2, de R, dans
G de V contre V. Okay. Donc là, je peux traduire ce truc-là en disant que phi, elle est constante modulo l'action à droite de L. Okay. Si je prends phi de G.L, alors ça c'est phi. D'accord? Puisque NV, c'est V. Okay. Donc ça va se traduire par le fait que phi va induire une application phi continue, encore, définie sur le quotient et celle de 2R sur L, quotient à droite. D'accord? La valeur d'un plus. Okay. Je vais vraiment juste dire qu'elle est constante sur les classes avant. Donc ça, je fais la remarque, ce truc-là, c'est R carré privé de 0. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, SL de 2R, il va agir sur R carré, l'action que vous connaissez bien, qui a une matrice M et un vecteur X associé à X. Je ne devrais faire plus bête. Et le stabilisateur du point 1, 0, c'est exactement les applications paraboliques. Ok? Rien à dire. Et ça, par un théorème de topologie classique, ça nous dit que SL de 2R sur N, il est momorphe à R carré privé de 0. Ok? Donc phi-tilde, au lieu de l'avoir là-dessus, je peux préférer l'avoir sur R carré privé de 0. Ok, maintenant je reviens à mon application. Phi-tilde. Phi-tilde, maintenant je vais essayer de voir comment elle se comporte relativement à N, mais cette fois à gauche. Donc si j'évalue phi-tilde de NG, ça c'est aussi NG de V contre V. Ok. Et maintenant le fait que la représentation encore une fois soit unitaire, c'est aussi G de V contre NG. D'accord. Bon, comme V est invariant par N, je suis désolé, j'ai mis des petits n, c'est des grands n, c'est les mêmes n que tout à l'heure. Des petites notations. Donc comme elle est invariante à gauche, c'est aussi G de V contre V. Ça, c'est aussi phi de G. D'accord? Donc elle est invariante à droite. Ça m'a permis de la définir sur R carré privé de 0. Maintenant, je dis qu'elle est invariante à gauche. Ok? Ça, c'est juste parce que la représentation est unitaire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va regarder l'action à gauche sur SL de 2R quotienté par N qui est R carré? C'est l'action matricielle. Donc, c'est quoi? C'est 1, T, 0 fois XY. Bon, c'est juste X plus PY, Y. Donc ça me dit quoi? Que dès que Y est non nul, si je regarde ce qui se passe dans le carré, mon action elle est constante sur toutes les droites, horizontale. Ok? Là j'ai 0, je peux encore a priori rien dire sur la pousse étoile et un étoile. Donc elle est constante sur toutes ces choses-là. Maintenant je fais la remarque que cette application elle est continue, puisqu'elle vient d'une application continue. Et donc en fait elle va être constante sur R plus étoile en passant à la limite ici. Dans tous les points. Okay. Elle était constante partout, donc elle va être constante là-dessus. Elle va être aussi constante là-dessus. Puis en fait, ça sera les mêmes constantes. Parce que même si l'ensemble n'est pas connexe, ils sont très très proches. Par continuité, on aura un truc. Okay. Donc de la continuité sur toutes les droites horizontales, la constante sur toutes les droites horizontales, je tire la constance sur la droite sur la plus étoile. Okay. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va impliquer ce truc-là? Je vais peut-être mettre une phrase quand même. Phi-tilde constante sur une droite horizontale par continuité, ça implique phi-tilde constante sur R étoile. Ok. Donc ça c'était un truc qui a priori n'était pas donné par la phi 0 c'est la continuité. C'est 0, ouais, pardon. Ouais, bon, je sais pas faire empêcher. Donc ça c'était un truc qui n'était pas gratuit, a priori, avec l'invariance à gauche, que j'ai déduit de la continuité. Maintenant on va regarder comment on peut taper dessus pour regarder si on n'a pas d'autres invariants. En fait, si on regarde la plus étoile, l'action des matrices lambda, moins 1, 0, 0, sur un élément de la plus étoile, c'est-à-dire un élément de x 0, bah ça c'est lambda 1 x, 0. Okay. Donc l'action, elle est aussi invariante. Enfin, je veux dire, quand je vais passer à phi maintenant, ça c'est un élément g, petit g, phi de g,
elle va être égale à phi de identité. Ok. Parce que, justement, elle est constante sur les droites. Enfin, elle est constante sur R étoile. Okay. Donc, comme cette matrice m'envoie un élément de R étoile dans un élément de R étoile, alors elle est constante sur toutes les diagonales, sur tous les éléments diagonaux. Donc, au final, j'avais de la n invariance. J'ai tiré la lambda 1, lambda 1, moins 1, 0, 0 invariance. Okay. C'est quoi cette affaire de phi G égale phi de l'identité? Ça, c'est un élément G du groupe. Et ouais. Ça, donc, comme elle est constante sur les droites, ça c'est aussi phi de G. Ça reste dans. Par là, tu sers essentiellement une identification R2 égale SL2 de R quotienté par N. À droite. Donc ce que tu as cible, X0, en fait, parfois tu as envie de penser comme un élément de. Oui, c'est ça, comme un élément de SL2 R. C'est pour ça que. Ok, non, mais c'est pour être sûr. Parce que t'as l'air non, mais je peux recommencer si vous voulez. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais... Ouais, moi je veux bien que tu recommences un petit peu là. Tu dis phi est constante sur R étoile. Donc R étoile, c'est le quotient de. C'est le quotient de. R2 moins 0 par N à gauche. Non. Non. En fait, ok, si. Je vais peut-être numéro. Oui, alors, nous on regarde la SL2 R quotientée par N à droite. Ouais. Ok. Ça, c'est un carré de 0, et maintenant je remarque avec l'application auxiliaire qu'elle est aussi invariante à gauche, mon application auxiliaire. Ouais. Par translation, par translation. Voilà. Du coup, ça, je les avais sur toutes les droites horizontales, malheureusement pas pour la droite y égale 0. Par continuité, je l'obtiens pour la droite y égale 0. Okay. Donc maintenant, j'ai mon application définie sur la SL2 R quotientée par N, elle est constante sur R étoile. Attends. Quand tu dis R étoile, qu'est-ce que tu appelles R étoile? Voilà, t'es dans R2 moins 0. Ouais, R étoile, c'est R étoile croix 0. C'est la droite horizontale qui passe par 0, c'est celle-ci. D'accord. Ah, d'accord, ok, je pensais que tu avais quotienté. Ouais, non, je suis désolé, c'est pas très clair. D'accord. Et après, je fais une autre remarque qui dit que les matrices diagonales, elles marquent R étoile moins R étoile. Ou dans le quotient, elles sont. Dans le quotient. Donc elles sont constantes. Ok. Ça me dit que le couplet dont vous avez parlé, par la remarque suivante, qui est, je rappelle, on a un T0, ça je peux aussi l'écrire comme on a un moins 1, 0, 0, 1, 1, et lambda 1 moins 1, 0. Ok. Donc ce truc-là, le groupe des matrices triangulaires supérieures, il est engendré par les diagonales et par les paraboliques. Donc il est invariant complètement par l'action de. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est pas. Ce que tu es en train de dire, c'est pas juste que P, ça correspond par des expressions à la droite et à l'étoile. Ah oui, en fait, c'est un. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, après, je vais la regarder par. Je vais regarder le quotient de celle de R par P, et ça, effectivement, c'est l'ensemble des droites. Et donc, P, la classe de l'identité, va correspondre au stabilisateur, donc à la étoile. Mais c'est exactement ça. On va s'en servir tout de suite. C'est trop fort, Maxime. Ok. Maintenant, par le même jeu de tout à l'heure, je vous rappelle qu'on a une application phi. Et ce que je viens de prouver, c'est que phi de G contre P avec P dans P, c'était phi. D'accord. Maintenant, ce que je dis, c'est que c'est aussi invariant à gauche, pour exactement le même argument que tout à l'heure, c'est que phi de P contre P, ça c'est le produit scalaire de PG contre V, enfin PGV contre V, et ça c'est aussi G de V contre PD. Ok. Ça c'est GV contre V. Ok. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, vous ne m'avez pas arrêté, mais normalement, j'aurais dû dire que phi de PG, c'est aussi phi de l'identité. Et donc, c'est entre autres la norme de V au carré. C'est ça, en fait, qui me permet de dire que j'ai un variable. Puisque quand j'ai... Pourquoi tu dis phi de G égale E? Non, je n'avais pas besoin de ça, en fait. Ok. Attends, du coup, ouais. Du coup, elle est aussi invariante à gauche. Donc, pour la même raison, là, ce que je veux dire, c'est que PSL de 2R, comme il agit sur un espace vectoriel, il agit aussi sur son projectifié, puisqu'il n'a pas de noyau. D'accord. Donc là, ça va agir sur P1 de R, sur P1 de R, par action matricielle, par relation.
classe d'un élément qui est 1, je vais appliquer un représentant, je vais appliquer une matrice et je reprends la classe. Okay. Et le stabilisateur, cette fois à la droite, engendré par 1, 0, c'est exactement P. Ok. C'est ce que disait Maxime. Je crois pas, je sais pas, je suis d'accord. C'était d'accord. Donc, hein? c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, je voulais faire un produit de On est là. Maxime fait de la remarque. Ok, donc ça va me permettre de dire que, encore une fois, phi, donc ma phi type qui était définie de R carré pour les 0 dans R, plus, non, R plus, pardon. Ça va induire encore un phi type qui va être défini de P1 de R dans R étoile. R plus. Pourquoi je mets des étoiles? Exactement par la même argument que tout à l'heure, elle est invariante à gauche. Okay. Ça, c'était l'invariance à droite qui me permet de la restreindre à ce truc-là. Maintenant, je vais utiliser l'invariante à gauche et je vais regarder ce qui ressort de ce truc-là. Donc, je prends lambda, lambda, moins 1, t 0, d'un certain point de P de R, donc de la classe, on va dire, de xy. Okay. Et ça va être exactement lambda x plus ty, lambda moins 1, ok, la classe de truc. Donc elle est constante sur ces choses-là. Maintenant, ce que je dis, c'est que c'est quoi? C'est que l'orbite de n'importe quel point, c'est tout P1 de R, sauf si j'avais pris y égale à 0. Parce que, évidemment, c'est le stabilisateur de la droite R étoile. Okay. Donc, elle est constante, donc phi tilde, elle est constante sur P1 de R, privée de la droite R. 3 okay. Bah, par continuité, encore une fois, parce qu'elle est tombée, elle vient d'un quotient par une application continue, elle est continue, elle va être constante sur tout P1 de R. Donc là, ce que j'ai prouvé, c'est phi tilde constante, donc ça me donne phi tilde constante, okay, parce que c'était les classes et machin, et donc phi est constante. Okay. Au final, okay. Donc en particulier, quel que soit G dans C2, ouais, phi G égale phi démontré. Okay. Ça me donne quoi? Ça me donne que le produit scalaire de GB contre V égale à la norme de V. Okay. Et ça, c'est le cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz. Ça implique que j'ai V égale. Okay. Donc ça implique que V est invariant par SL. Et c'est trop. Contre V. Donc V nul. Oui, donc V est nul, excuse-moi. Non, T'as raison, il faut être précis. Ok, maintenant je vais ressortir le dimmer pour essayer de vous montrer comment on fait pour SLD. Oui, je regarde là. Tu peux faire un technicien. En fait, là, on a quand même genre joué avec des matrices, on a rien compris quand même. C'est hyper frustrant. Ça, je me suis accroché à ce truc à nos autres. Ok, maintenant on va essayer, bon, on va faire pour SL3, et ça on va être encore un petit jeu avec des matrices. Mais là par contre, dans ce cas particulier de SL3, on comprend bien en quoi c'est SL2 qui est le plus gros. Okay. Et en fait, ça va être vraiment valable pour tous les groupes de simples, et même semi-simples qui t'as peut-être dit que l'énoncé n'est pas vrai, tel que je l'ai. Donc ce qu'on veut prouver, hein, c'est la décroissance des coefficients. C'est exactement le même théorème. D'accord? Sauf que j'ai remplacé SL2 par SL3. Je le fais pour SL3, vous verrez tout de suite qu'on peut le faire pour SLD gratuitement. Et donc on prend une valeur d'adhérence et on monte les lignes. Okay. Donc ça, on va commencer par montrer qu'elle est invariante par la matrice omnipotente qui est là. Il faut vraiment la voir comme l'analogue
celle qu'on avait précédemment. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Qu'est-ce qu'on a utilisé pour montrer ce truc-là? On n'a rien utilisé du tout, à part cette relation-là, qui était que Gn moins 1 n Gn tourné vers l'identité. Quand n est vers ça. Ok, où les Gn, dans notre cas à nous c'était une matrice de 2, et dans n moins 1, 0, 0. On a utilisé vraiment que ça, pour montrer que l'invariance, enfin qu'elle était n invariante. Après on a déroulé la machine pour montrer qu'elle était complètement invariante. Arthur, t'as l'air de faire une tête hyper suspect. Du coup, je me dis si je... Pourquoi ça marche pas si tu prends une matrice unitotante N'importe laquelle? Ouais. Parce qu'en fait, ce que j'ai demandé à mes matrices, à mes GN, la condition que j'avais demandé c'était lambda n de n-1. Lambda n était plus grande que lambda n. Mais là en particulier, je ne peux pas demander ça, il faut que je demande qu'elle soit triée par en croissant. Là j'en ai 3. Ça me donne lambda 1, plus grande que lambda 2, plus grande que lambda 3. Et le fait qu'elle parte à l'infini, ça ne me donne pas des relations a priori sur toutes, mais ça va me dire que quotient lambda 1 sur lambda 3, ce qui équivalait au fait que le quotient, c'était un lambda n carré qui apparaissait dans le terme de temps à droite, moins 2. Donc là, ça va se traduire par le fait que lambda 1 sur lambda 3 tend vers plus l'infini. Okay. Mais je ne peux pas a priori dire beaucoup plus. Okay. Lambda 2 pourrait être constant, et là, on est foutu. Okay. Mais par contre, ça suffit, lambda 1 lambda 3. Parce que si je regarde ce qui va se passer quand j'évalue, quand je conjugue ma matrice M, qui est là-haut, par celle-là, là, je vais bien pouvoir remarquer que ça tend aussi vers l'inverse. Okay. Donc de là, je tire la n invariance. Et après, c'est le même travail pour montrer qu'elle est SL2. Attends, de toute façon, normalement, je ne sais pas si je suis pas en train de me connerie. Non, tout marche. Et du coup, elle va être SL2R invariante avec SL2R qui se plonge dans SL3R avec les 4 petites étoiles que vous voyez là. Ok? Donc en particulier... Pourquoi elle sera SL2R invariante, SL2R invariante pour ce SL2R? En fait, ce que je dis, c'est que si j'ai un élément... Ouais, je me suis mal exprimé. Si j'ai un élément... si j'ai une valeur d'adhérence, okay, ouais, alors elle va être invariante par cet élément-là. Okay. En faisant le petit truc qu'on a dit là. Okay. Okay. Maintenant, je dis que je prends les 4 petites étoiles qui sont là, qui sont en SL2R, okay, et qui se plongent dans le SL3R, comme par les 4 petites étoiles. Okay. Donc maintenant, par le théorème précédent, elle est SL2R invariante. Ouais, mais là, c'était le problème des vecteurs invariants. Ouais, mais j'ai pas dit qu'il était nul. Tu vois. J'ai juste dit qu'elle était SL2R invariante. Ah oui, parce que tout ce que tu as fait avant, excuse-moi, d'accord. C'est exactement la même preuve. Ouais. On peut même appliquer directement G la représentation qui va de SL2R dans machin. J'ai une valeur d'adhérence, elle est SL2R invariante dès qu'elle est au niveau de temps complémentaire de SL2R invariante. Okay. J'ai pas dit qu'elle était nulle. Ok, d'accord. Okay. Mais ça va pas tarder. Donc, arrête. Donc maintenant, en particulier, j'avais mes 4 étoiles, j'ai le droit de prendre cette étoile-là. Cette étoile, c'est 2, 1, 1. Okay. Ce que j'ai maintenant avec cette étoile-là, c'est je vais considérer le groupe de ces itérés, qui va aussi tendre vers plus l'infini. Elle va laisser celle-ci invariante. Exactement par le même truc en fait, parce que faire le produit, enfin conjuguer ces deux matrices, ça revient à conjuguer ces deux blocs. Et moi ce que j'avais, c'était lambda 1 sur lambda 2 qui tendait vers plus l'infini. Bah là ça va encore rester vrai, sauf que ça va pas être au carré, ça va être 2 puissance 7. Donc je vais avoir du t sur 2 puissance 7. Donc elle va être encore invariante par cette matrice-là. Je réapplique encore une fois par les mêmes méthodes le résultat précédent. Et, pardon, oups, manque un bout. Donc elle va être invariante par les 4 petites étoiles ici aussi. Okay. Donc la valeur d'adhérence B est invariante par les 4 étoiles ici. Et ce qu'on voit là, c'est bon. Okay. Donc en particulier, là il faut jouer, il faut arriver à accrocher. L'idée, je vous explique où on va quand même, parce que là c'est vrai que ça n'a pas l'air très clair comme ça, c'est que SL2R il est engendré par une matrice comme ça, avec un T quelque part. Okay. Donc là j'ai montré que j'avais commencé par celle-là, je fais celle-là, après je vais faire, j'ai montré aussi celle-ci et celle-ci, puisqu'elles sont aussi dans SL2R, okay, dans les petits SL2R 4 étoiles que j'ai. Donc il ne me reste plus qu'à travailler ces deux. Okay. Je vais montrer que celle-ci elle est
Le fait que ça soit rencontré par ça, c'est vraiment juste le pied de Gauss. C'est pas la même chose. Donc maintenant, en particulier, comme elle est invariante par celle-ci, elle est aussi invariante par 1, 1,5, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Ça dit bien dans les petites 4 petites étapes que je vous dis. Donc, ça veut dire, encore une fois, les mêmes arguments, que ça va envoyer l'invariance de T, 0, 0, 0. Avec le T ici. En fait, les deux derniers cas, ils sont symétriques. Le premier, quand le T était vraiment au milieu, l'idée était vraiment différente de mettre un T en position 2-1 ou en position 2-3, mais par contre, ces deux cas-là, c'est les mêmes. Tu pourrais les traiter d'un coup avec la prise de départ. T'es pas juste enfin. Ouais, non, mais effectivement, c'est un petit jeu. Oui. A priori, de toute façon. Parce que là, c'est ton argument là, sur lambda 3, sur lambda 1, ça se tend à l'infini, ça ne dit rien sur lambda 3, sur lambda 2. Lambda 2 sur lambda 1, je suis d'accord, mais par contre, les deux cas, lambda 3 sur lambda 2, lambda 2 sur lambda 1, eux, ils sont complètement symétriques. Si tu veux faire un... si tu pars de l'hypothèse que ça tend vers plus infini, pas complètement. Enfin, tu vois, la première sur la. Ce qui m'intéresse ici, c'est que les quotients des deux valeurs propres de la 2 tendent vers plus infini dans certains cas. Ouais. Donc bon, il faut a priori quand même qu'elle arrive à exhiber des matrices dont les valeurs propres. Oui, je suis d'accord, juste que les deux derniers cas, c'est les mêmes. C'est la même matrice, en fait, juste à changer les. Ouais. Peut-être que je comprends pas ce que tu veux. Non, je sais pas ce que tu veux. Ok, donc ça implique aussi que celle-ci est. Enfin, que V est machin, V est. Bon, truc comme ça. Et maintenant, par justement cette histoire de pied de Gauss, SL de 2R, il est engendré par. Je mets un T là où je veux et bien. Donc ça prouve, au final, vous trouvez que V SL de 2R. Ok, bon bah là j'applique effectivement mon hypothèse qui me dit que si je fais SL de 2R, SL3, pardon, de R. Donc si je fais SL3 de R, alors je suis nul et j'ai bien le résultat. Donc évidemment, vous voyez bien là-dessus qu'on peut généraliser ça à SLD gratuitement. Je l'ai juste fait pour SL3 parce que déjà c'est cahier des charges, et en plus ça doit envie de prendre des matrices NN. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant si on part au cas plus général et groupe de Lie Smith? Simple, on commence. Donc on a une décomposition de cartons, ça Jérémy nous l'a expliqué, on est content, donc on peut effectivement on peut extraire dans les compacts des trucs qui vont tendre vers des constantes et considérer qu'on a des suites hyperboliques entre guillemets d'éléments qui vont tendre vers la valeur d'adhérence. Donc, ça, oui, on a l'existence d'une élément omnipotent et que ce truc-là, ce truc-là marche. Ça vient vraiment du fait qu'on ait pris des éléments de la chambre de Weil et qu'on ait moralement des valeurs propres. Ça, je sais pas si toi tu peux donner une idée de ce truc. Moi je vois vraiment avec des matrices d'Hellman et tout ça. Donc là, tu le fixes, fait que tu fixes N. Ouais, ça, AP, ici, ça sera dans la chambre de Weil. Tu sais où j'ai trié. Tu fixes N et tu cherches des Je éléments. dis qu'il en existe un, N. Ah, tu dis qu'il existe un élément N tel que quand tu prends, une suite d'éléments de la chambre de Weil, tu prends à l'infini, alors les commutateurs sont identiques. Voilà, c'est ça. Réfléchir. Ok, ça marche. Bon, je sais que ça marche, mais je sais pas exactement comment. Non, Et donc après, on applique le terme de Jacobson-Morozov qui nous donne l'existence de SL de triplet. Donc la SL de triplet, c'est quoi? C'est si j'ai un élément omnipotent U qui appartient à une algèbre de Lie G, je sais pas quoi, un G quoi, G bar, pour représentation, alors il va exister deux éléments V et W toujours dans G bar, tels que elle vérifie les relations Cauchy-Lie de SL de 2R. Donc ça c'est je sais plus en fait ce que c'est. Mais V ça doit être 2V, W ça doit être 1W, c'est nul, potent. Quelque chose comme ça. Bon, bref, c'est un Ça, c'est les équations que vérifie la celle de R. Ouais, c'est censé l'être. Je me trompe peut-être, puisque l'élément omnipotent, attends. Si l'élément omnipotent, c'est le transport, enfin, c'est le flot parabolique, donc c'est parité stable, instable, stable, instable. ton nilpotent, c'est V. Enfin, V et W, C'est U en l'occurrence. Omnipotent, pardon. U, ouais, donc c'est pas les bonnes relations parce que si tu veux le crochet VW égale U, ça te dit que U c'est le truc qui est dans l'algèbre de Cartan, quoi.
Ah, ok. C'est VW ici les nidpotents. VW qui joue un rôle essentiellement symétrique, c'est eux les nidpotents dans ce que tu as écrit. D'accord. Ah oui. Oui, stable, instable, t'as raison. Ok. Ok, bon. Bref, je sais pas quel est. C'est un petit SL2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai réussi à mettre un petit SL2 algébrique dans la GDI. Je le flow. Voilà. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que si tu fixes un V nidpotent, alors tu peux trouver U et W Voilà. tel que ça. V nidpotent. Donc là, moralement, j'ai mis un petit SL2 dans mon groupe de lignes. Okay. Après, dans la GDI, je le flow. J'applique le résultat que j'ai trouvé à ce groupe de lignes. Ça me donne les licences et les voies hyperboliques invariants. Qui, toujours invariant, on parle toujours de la valeur d'adhérence faible dans le de la suite. Donc, et en fait, après, on peut montrer que si on a des éléments hyperboliques invariants, en travaillant sur en travaillant l'algèbre de Lie, en décomposant l'algèbre de Lie avec les valeurs propres, négatives, positives, et en utilisant le caractère simple, en trouvant un certain idéal un peu tricky, on va montrer que cet idéal c'est tout, et en l'occurrence, c'était l'ensemble des trucs qui étaient invariants. C'est un petit calcul à faire, c'est dans le poly de Benoît, qui est sur la page web de CD. Donc ça, c'est l'idée de la preuve en général, mais ce qui est quand même ce qui qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est SL2. Tout se passe avec SL2, et c'est vraiment le caractère alloseur de SL2 en lui-même qui fait que ça marche partout, parce qu'il y a beaucoup de SL2 dans un groupe de Lie. C'est simple en fait. J'ai essayé d'adapter la preuve que j'ai faite dans le cas de SLD, c'est-à-dire de me demander si effectivement les SL2 triplets, ils engendraient SLD, enfin ils engendraient l'algèbre de Lie d'un groupe simple, et bon, je sais pas, pas trop réussi quoi. Donc maintenant, alors là, si vous voulez vraiment raffiner au max, on a ce théorème qui est optimal pour le coup. Optimal au sens où je connais pas mieux, je n'ai pas dit que c'était nécessaire. Mais si je prends G un groupe de Lie connexe simple à centre fini, ou une représentation de G dans le machin, si on suppose que les stabilisateurs pour ρ des GI sont nuls pour tout ce groupe compact normal qu'on montre trivial, entre autres G, ok, alors on a le même résultat. Et là on peut pas, enfin je ne connais pas de théorème plus puissant que celui-là. Donc voilà. Ben, j'en ai fini, et même en avance. Alors attends, avant que tu termines, est-ce que tu peux, pour la suite du groupe de travail, et ce qui va être important dans la preuve du théorème de vérité de Margulis, est-ce que tu peux énoncer la forme, on va dire, le résultat général qui est important, c'est l'ergodicité des sous-groupes compacts. Alors je ne sais pas ce qu'il y a besoin dans le cas de... T'as qu'à mettre sous hypothèse raisonnable. Ouais, alors l'hypothèse raisonnable, je le fais dans le cas simple, et après en fait il faut juste traduire cette hypothèse, ce truc-là dans le cas... Ouais. Je prends une aventurée, mais c'est vraiment ce que j'ai écrit au départ. Si j'ai G en double de Lupin, gamma en G, H en sous-groupe non compact, alors l'action de G de H pardon, sur le quotient G sur gamma, c'est ça le mélange. Ouais, merveilleux, parce que c'est quand même un merveilleux qui est important. Je sais pas, je n'ai pas vu la preuve. Je vais me demander. Mélangeant tout le monde avec oui, je l'orthographe tout le monde avec moi. Le E n'est pas bon à droite. Ah voilà, ok. Je te laisse le dyslexique. Je peux faire un commentaire sur ce terme, il englobe énormément, ça englobe énormément de dynamique qu'on connaît quoi. Bah justement, je vais te demander, moi je connais. T'avais les flots. Mais il y a deux dynamiques. Et après, t'as aussi, donc, ce qu'il faut remarquer dans ce théorème, c'est que vous pouvez inverser en fait, le réseau et le groupe H. Et en fait, du coup, le réseau, souvent, ça va être, comme vous vous intéressez à des groupes de matrices, et vous allez avoir des groupes de matrices qui vont agir sur G sur H. Alors, G sur H, ça va décrire plein d'espaces. Et en particulier, ça vous décrit des actions de groupes de matrices, genre SLN2Z, SP2GZ, qui agissent sur R, matriciellement. Et ça vous dit tout de suite que plein d'actions sont ergodiques, qui sont des trucs qui sont a priori pas évidents. Et je trouve que c'était assez puissant. Il y avait un théorème de Margulis aussi, je crois, qui reliait les formes quadratiques entières avec l'action de SL3 sur SL2.
Ouais, alors ça c'est rare. C'est 3 sur L7-3Z. Ouais. Qui donne l'ergodicité, du coup, qui dit, je sais plus, un truc sympa sur les. Oui, c'est donc les points, Ouais, les voilà. images des points entiers sont denses, etc. Ça, c'est des théorèmes plus raffinés. Je crois que c'est corollaire de ce truc. Non, c'est Ratner où tu as l'hypothèse, c'est que H doit être unipotent et G il peut être quelconque. Surtout si on veut faire infini, non? De quoi? Si on veut faire infini, non? Non, non, il faut Ratner, c'est un truc. Ouais, Gamma n'est pas un réseau, mais il faut quand même la mesure finie. Ah, il te Gamma n'est pas nécessairement. Ouais, t'es sûr? Ouais, il me semble. Pas nécessairement un réseau, mais il faut quand même toute une mesure finie. Et en tout cas, mais il faut, il faut moins d'hypothèses sur le groupe de Lie ambiant, donc mettons G, groupe de Lie. Il n'y a vraiment rien d'autre, peut-être connexe, quoi. Et H, son groupe unipotent, donc engendré par les unipotents. Et là, ça vous dit que l'action, non seulement elle est ergodique, tout ce que vous voulez, mais en plus, l'adhérence des orbites de l'action de H, ça va être des sous-variétés. Ah oui, l'action est pas Quoi? l'action est pas parce que c'était des soirées. Mais non, mais ça veut dire, genre, tu vas en prendre une orbite quelconque. Pour une composante ergodique, tu as la classification Voilà. ta Mais mesure orbitale, quoi. Entre autres. Et en fait, c'est un théorème qui dit voilà, donc les dynamiques unipotentes, les orbites, elles sont pas fractales du tout. Et, enfin, elles sont très très jolies, quoi. Et par exemple, une dynamique unipotente, c'est le fluorocyclique. Ah oui. Le fluorocyclique, les théorèmes de géométrie hyperbolique qui vous disent tout de suite que l'adhérence des orbites, c'est tout. Ça dépend si t'es compact. C'est soit tout, c'est compact, Ça, c'est etc. Alors que l'adhérence du flow géodésique, elle peut être hyper moche. Voilà. Et où est-ce que tu utilises la non-compacité? Ah, c'est juste pour vous dire qu'il y a des éléments qui partent à l'infini dans la chambre de Weil, je vais extraire, tu vois, des rapports, enfin des valeurs propres dans des rapports qu'on tend vers l'infini. Sinon, ça n'a pas de sens d'être mélangeant quand t'es pas compact. Pas pour un groupe compact, être mélangeant, ça n'a pas de sens. Parce que tu peux pas partir à l'infini. Et j'ai une question qui n'est pas très intéressante, mais je voudrais poser. Quand la mesure de H sur G sur gamma est infinie, est-ce que tu as quand même le mélange au sens faible un peu pourri qui te dit que tu tends vers zéro? Moi, j'utilise quand même pas mal une fois le fait que ça soit des mesures infinies. Alors, quand est-ce qu'on se sert de fait qu'on soit au volume fini? Pour dire que déjà on avait le L2. Déjà pour définir L2 0 proprement, j'avais besoin que ça soit le volume fini. Oui, parce que l'intégrale elle est continuelle. Et il y a une était continuelle 2. Je sais pas. Moi, là j'ai un joli IPR avec une mesure. C'est pas toujours un IPR que 5 de 0. Si c'est un IPR, L'hyperplan est dense en général. tu peux avoir des espaces vraiment dégueulasses. L'intégrale c'est un truc qui continue pour la norme L1, mais si L1 n'est pas inclus, s'il n'y a pas d'inclusion entre L1 et L2, ça ne dit rien sur la. Ça fait un hyperplan dégueulasse. Je sais pas à quel point. Je pense que c'est important. Rien que pour avoir la. Ouais, d'accord. Il peut être un peu trop. T'as vraiment besoin de ça. Comme tu vois, il n'y a pas d'en arrière. C'est quoi ton stabilisateur? C'est la somme des. Ça veut dire que pour tout sous-groupe compact, tu regardes par exemple G, et ça c'est dans 4G, on retrouve exactement sur l'hypothèse qu'on avait. On va demander quand même les sous-groupes. Les sous-groupes qui sont les vrais sous-groupes au sens où. En gros, si G c'est un produit couple simple, c'est le groupe simple. Tu montres que les GI qui sont les groupes simples en question, il n'y a pas de vecteur invariant. C'est bizarre, mais c'est un stabilisateur, c'est les points fixes. Ah, il applique G. Dès que tu tires, on peut aussi dire. Si j'ai ça, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de sous-groupe qui est quand même un peu des vecteurs invariants. C'est pour ça qu'on demande que ça soit vrai. Tu vois, moralement, le dessin, c'est un produit de groupe de dessin. On va s'arranger pour que ça soit vrai parce que c'est pour des groupes de choses. Je trouve que l'extension est assez simple de dire. N'importe quel truc. Ça me dit que c'est le mélange, la notion de mélange, ça, T'as pas mangé? Ok. Bah, alors merci Adrien.